Des décisions qui font mal au crâne et qui coûtent des carrières. Les juges de l'UFC nous en ont servi pas mal. D'où la fameuse phrase de Dana White, ne laissez jamais aux mains des juges. Et il a raison, car voici 10 combats avec des décisions tellement hallucinantes qu'on s'est tous posé la question, les juges ont-ils vu le même combat que nous? Sont-ils corrompus? Et certains sont allés même loin en se demandant si les sports ne seraient pas truqués. Jon Jones contre Dominick Reyes. On considère Jon Jones comme le GOAT et à juste raison. Le mec n'a jamais réellement perdu sur le papier un seul combat. La seule tâche sur sa carrière, excepté la consommation de cocaïne et les substances dopantes, vient d'une défaite face à Matt Hamill par disqualification dans un combat qu'il dominait. Mais lors de son combat contre Dominick Reyes, le monde du MMA, après 5 rounds, était certain qu'on venait de voir le GOAT tomber et perdre pour la première fois de sa carrière. On pensait tous que Dominick Reyes avait gagné les 3 premiers rounds. Et c'est ce qui s'est réellement passé. Dominick était agressif, avait des coups bien placés, des low kicks, des body kicks, des uppercuts. Il a défendu le takedown. Bref, aux 3 premiers rounds, Jones n'avait rien à proposer sauf des oblique kicks et un pressing qui obligeait Reyes à se déplacer. À partir du 4e et 5e round, Jones prend l'avantage sur un Dominick Reyes gagné par la fatigue. Jones score au striking, en plus de mettre 2 takedowns, même si Reyes n'a jamais accepté de rester au sol. Bref, les juges ont rendu une décision en faveur de Jon Jones, dont un qui a carrément donné 4 rounds à Jon Jones. Là, je me suis dit, les sports est truqué. That's fucking illegal. Cole Uno contre BJ Penn pour la ceinture poids léger. À une époque où les combattants des petites catégories n'étaient pas considérés, les juges ont rendu une décision qui a enterré la catégorie poids léger pendant 3 ans. Le premier champion, James Pulver, s'est barré de l'UFC pour une histoire d'argent. Oui, il y a des choses certaines dans la vie. La mort, les taxes et Dana White qui ne paye pas les combattants. 20 ans plus tard, on a un autre champion qui se barre pour une histoire d'argent. Mais revenons à notre combat qui n'est pas si compliqué à juger. Car le premier round, BJ Penn fait le nécessaire avec 2 takedowns et un contrôle de 3 minutes au sol. Le deuxième et le troisième round sont pris par Cole Uno qui gagne au striking avec une série de leg kicks, 4 takedowns et presque 5 minutes de contrôle au sol, y compris de renversement à chaque fois que BJ Penn s'est retrouvé au-dessus. Le 4e et le 5e, bien que serré, BJ Penn est légèrement au-dessus. Dans le striking, on voit des takedowns, le contrôle au-dessus. Bref, logiquement, BJ Penn gagne le premier, le 4e et le 5e. C'est qu'il nous fait un score de 48-47. Mais nos chers juges n'ont pas vu le combat de la même manière. Avec un juge qui donne à BJ Penn, un autre qui donne à Cole Uno et le dernier qui met égalité. Grâce à leur travail remarquable, la catégorie ferme. L'UFC n'y trouve pas son compte financièrement et puisqu'il n'y a pas de champion, autant la fermer. C'est fou quand on y repense, comment le sport a évolué. Aujourd'hui, la catégorie poids léger est la division la plus difficile et la plus rentable, avec des gros noms tels que Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov, Olive, Poirier, Ferguson et j'en passe. Demetrious Johnson contre Ian McCall. Non seulement les juges ont souvent du mal à bien voir un combat, mais ils ont aussi du mal à faire des simples additions. Lors du premier combat de l'histoire des flyweight à l'UFC, Demetrious Johnson, futur GOAT, affronte Ian McCall, l'un des lutteurs les plus talentueux, dans un tournoi à 4 pour déterminer le premier champion de moins de 57 kg. L'UFC s'est arrangé pour avoir un gagnant à chaque combat, en évitant l'égalité. Le deal est simple, si 3 rounds ne suffisent pas pour départager les 2 combattants, un 4e doit avoir lieu. Au premier round, Demetrious fait le travail en gagnant avec plus de coups significatifs et Ian n'a pas réussi à faire grand chose avec les 2 takedowns qu'il a scorés. Le deuxième est similaire au premier, un Demetrious Johnson qui score avec beaucoup plus de coups significatifs, il bloque toutes les tentatives des takedowns de Ian McCall. Donc à la fin du deuxième, on est sur un score de 20 à 18. Les systèmes étant 10 points pour le gagnant d'un round et 9 points ou moins pour le perdant. On arrive au troisième et Ian McCall a beaucoup plus de succès au striking, il score 2 takedowns et contrôle au sol Demetrious pendant plus de 2 minutes 30. En plus d'un ground and pound au sol qui a failli terminer le combat. Si l'arbitre honnêtement avait arrêté à ce moment le combat, personne n'aurait contesté. C'était largement un round assez dominant de la part de Ian McCall qui méritait un score de 18. Et si t'es bon en addition, ça nous fait 28-28 égalité. Mais les juges, eux, sont pas doués pour ça. Un juge met 29-29 égalité. Il donne le premier round 10-10 chaque combattant. Un autre accorde 29-28 pour Johnson. Et le dernier, Sal de Moto, lui, a clairement calculé 28-28, mais en bas de sa carte, il écrit 29-28 pour Johnson. La décision rendue, Johnson est déclaré gagnant, mais Dana White rectifie et organise un combat revanche 3 mois plus tard pour savoir qui va avancer dans le tournoi. Johnson s'impose cette fois par décision unanime. Mais je trouve ça dommage pour Ian McCall parce que vu comment le 3e round s'est terminé, je suis pas certain que Johnson aurait pu revenir au 4e et gagner le combat. L'histoire serait peut-être différente. Ian McCall, premier champion de la catégorie flyweight, ou peut-être même Ian McCall, un futur GOAT. Ça fait beaucoup là, non? Leonard Garcia contre Namfan. Pour le premier combat chez les poids plumes à l'UFC, les attentes de l'introduction des petites catégories depuis la fusion entre l'UFC et la WEC étaient énormes. Garcia contre Namfan était un très bon choix pour introduire ces catégories. Les deux sont des action fighters. Namfan était venu discipliner en utilisant un jeu pied-point intelligent et sélectif contre un Leonard Garcia très peu orthodoxe. Garcia commence chaque round comme un malade qui envoie des gros swings pour arracher la tête de Namfan. Mais au milieu de chaque round, ses jauges se vident. Au
deuxième, Nam Pham envoie une bonne séquence de droite-gauche suivie d'un high kick qui envoie Garcia au tapis. Il poursuit avec une soumission qui a failli terminer le combat. Le troisième était similaire. Garcia de plus en plus fatigué et Fan plus sélectif dans ses choix de coups avec un jeu debout globalement plus effectif. À la fin du combat, on voyait clairement le résultat 29-28 voire 30-27 pour Nam Pham. Mais si on est là pour parler de ce combat, c'est que les juges ont encore mal fait leur travail. Les juges, eux, sont fans de gens qui envoient des gros coups dans les vides. Deux d'entre eux ont donné 29-28 pour Garcia. Un seul juge est resté lucide dans cette histoire car lui, il a mis 30-27 pour Nam Pham. Bref, You know how much I sacrificed? une revanche est très vite organisée à l'UFC 136 et Nam Pham s'impose par décision unanime. Lyoto the Dragon Machida contre Mauricio Shogun Rua. Tu sais que t'as gagné un combat lorsqu'on te donne un rematch direct pour le titre, en plus de te filer ton bonus victoire. Bah oui, Dana White est un vrai rat, il donne pas de la thune comme ça. Dans ce combat qui se déroule en 5 rounds debout, Shogun a dominé avec des coups de pied dévastateurs aux jambes et au corps de Lyoto Machida. À chaque round, Shogun a envoyé le double, voire parfois le triple du nombre de strikes envoyés par Lyoto Machida. Il y a possibilité de dire que le troisième round était le plus serré, mais même là, avec le taux de réussite, l'agressivité et le contrôle de l'octogone, Shogun Rua avait remporté ce round. Les juges, eux, n'ont pas regardé le même combat. Ils ont été impressionnés par les Karate Kid, Lyoto Machida, en lui accordant la décision unanime 48-47, soit 3 rounds sur les 5. La revanche est vite organisée et cette fois Mauricio a dit « J'ai pas la force d'attendre la décision des juges ». Il met KO Lyoto Machida au deuxième round. Bien joué à Mauricio qui a pris ses responsabilités et qui devient le champion poids lourd léger de l'UFC. Randy the Natural Couture contre Brandon Vera. Juste après le pay-per-view entre Lyoto Machida et Mauricio Shogun Rua dont on vient de parler, Couture et Vera s'affrontent au main event de l'UFC 105. La controverse continue. C'est qui va engendrer la nouvelle réforme de la commission athlétique dans la manière de juger le combat. Randy Couture, 46 ans à l'époque et déjà légende avec un statut de double champion, prend le premier round avec un temps de contrôle de 4 minutes au clinch en plus d'un takedown. Le deuxième round va à Vera qui le sécurise avec plus de coups et surtout un knockdown. Arrivé à la fin du deuxième, nous sommes à 1-1. Le troisième, bien que difficile à juger, la majorité s'accorde à dire que Brandon Vera l'a pris. Vera envoie plus de coups qui créent des dommages. Il score un takedown. Il essaie même de finir le combat en ground and pound. Certes, Randy Couture a beaucoup de temps de contrôle, mais le contrôle est le troisième critère de jugement. Et pas mal de monde score le combat pour Vera. Mais les juges sont pas d'accord du tout avec le peuple. Ils accordent un 29-28 pour le vieux lion, Randy the Natural Couture. Bah ouais, logique. Michael the Count Bisping contre Matt Hamill. Je ne pourrais pas te dire le nombre de fois où les juges de la commission athlétique anglaise ont favorisé Michael Bisping, mais pour donner un ordre d'idée, Michael Bisping n'a jamais perdu dans son pays natal. Le combat contre Matt Hamill, pourtant il l'a clairement perdu. Tous deux étaient encore invaincus à l'époque. D'ailleurs, ils devaient s'affronter à la finale du Ultimate Fighter saison 3. Mais Hamill avait déclaré forfait pour blessure. Les routes se croisent finalement. Bisping est sur le papier le meilleur striker. Matt Hamill le meilleur grappleur. Un combat classique striker contre grappleur. Mais ce soir-là, Matt Hamill était meilleur dans tous les domaines. D'abord, il met une pression qui pousse Michael Bisping à être dos à la cage. Il a réussi quelques takedowns et surtout il place une série de coups qui sonnent Bisping au point où tu aurais pensé que Bisping était out. Au deuxième round, la même recette. Il a réussi 2 takedowns, il rivalise au striking. Et à la fin du round, Bisping est tellement frustré qu'il crie à ses coachs, mais le mec est debout en train de striker. Le troisième, la même chose. Quelques takedowns, un contrôle au sol de presque la moitié du round et Hamill avait sécurisé la victoire. Mais Michael Bisping avait assez pour acheter 2 juges sur 3 qui lui ont accordé une victoire 29-28. Le troisième qui n'était pas au parfum lui donne clairement un 30-27 à Matt Hamill, c'est-à-dire le 3 rounds, comme toute personne qui a regardé ce combat. Hey, he stuck his leg! He stuck his leg! Paddy Pimblett contre Jared Gordon. Une controverse récente, surtout que maintenant on sait que le Dana White Privilege existe et que pas mal de combattants en bénéficient. Paddy Pimblett est une star pour l'UFC qui génère des revenus et une décision en sa faveur, jusqu'à là rien de choquant. Jared Gordon prend le premier round facilement avec plusieurs coups du bras gauche qui trouvent refuge au menton de Paddy Pimblett. D'ailleurs, tu peux voir aux réactions de la petite blonde. Certes, en termes de stats c'est serré, mais là on doit prendre en compte l'impact des frappes. Le deuxième round c'est assez serré aussi en termes de striking, mais ce qu'il départage c'est le contrôle au-dessus de plus de 2 minutes de Jared Gordon. Mais je suis prêt à accepter quiconque qui plaiderait la cause de Paddy pour le deuxième round. Par contre, pour ce qui est du troisième round, il va clairement à Jared Gordon. Avec 2 takedowns et un contrôle de presque 4 minutes au-dessus, il n'y a pas photo. Jared Gordon prend le troisième, tout comme le premier. Mais les juges, eux, nous ont servi une petite sauce maison, avec un 29-28 décision unanime pour la belle blonde de Liverpool et Dana White, on était heureux. Shut up! Okay. Sean Sherk contre Evan Dunham, un combat qui a reçu l'honneur de Fight of the Night à l'UFC 119. Mais bon, l'événement n'était pas incroyable, donc pas de quoi sauter au plafond. Sean Sherk, l'ancien champion poids léger, utilise sa lutte et même le ground and pound pour ouvrir l'arcade d'Evan Dunham. Dunham l'attrape sur une guillotine à 2 reprises dans ce round, mais Sean Sherk s'en sort et ainsi il gagne le round. Le deuxième round et le troisième round, Dunham est au-dessus en neutralisant la lutte de Sean Sherk en plus de dominer au striking. Des gros coups de genoux, un high kick à la tête qui a failli mettre au sol le vétéran. Bref, il gagne clairement aux échanges. C'est une victoire 2 rounds à 1 pour Dunham. Mais comme Joe
Joe Rogan, le commentateur, le dit si bien pendant le combat, des fois les juges voient du son et du dégât et donnent automatiquement le combat à celui qui a créé le dégât. Un 28-29 est donné à Sean Sherk dans un combat qu'il a clairement perdu. Dana White crie au scandale et au vol. No, you moron. Mais il n'y aura pas de revanche cette fois parce que peu de temps après, Sean Sherk prend sa retraite. Georges St-Pierre contre Johnny Hendricks pour le titre de champion welter. Le combat serré comme celui-ci, il n'y a pas plus difficile. Et c'est le genre de moment où je suis heureux de ne pas être un juge. Certes, j'aime bien leur tomber dessus quand ils font mal leur travail, mais là, à chaque round, c'était tellement serré qu'à la limite, je suis obligé de leur donner un pass. Tout le monde est d'accord sur le deuxième round qui va à Hendricks, troisième round qui va à St-Pierre et quatrième round qui va à Hendricks. Mais à la fin des 5 rounds, la majorité des médias, les fans dans la salle et ceux à la maison s'attendaient à entendre Bruce Buffer annoncer Mais Georges sort victorieux par décision partagée et prend aussitôt sa première retraite, ce qui donne encore plus l'impression qu'il lui-même savait qu'il avait perdu. En plus, lorsque tu vois sa tête à la fin des 5 rounds avec les dégâts créés par Johnny Hendricks, c'est un peu compliqué de dire qu'il a pas perdu. Dana White l'escroc n'arrange pas les choses parce que Georges St-Pierre vient de lui priver la chance d'organiser la revanche. Donc il commence à narrer la version où Georges St-Pierre a clairement perdu. Aujourd'hui, les gens sont moins enragés par rapport à cette décision, mais à l'époque, on a failli assister aux gilets jaunes du MMA devant le siège social de l'UFC et de la commission athlétique à Las Vegas. If you don't know, now you know. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to